Aujourd'hui, on plonge dans les idées d'un livre fascinant, le Manuel du dictateur. Un livre qui, en quelque sorte, décortique les règles cachées du jeu politique. Et ensemble, on va explorer les principes qui se cachent derrière le pouvoir. Le point de départ, c'est une question qui va un peu à l'encontre de tout ce qu'on pense savoir. Comment se fait-il qu'un mauvais comportement soit, en politique, presque toujours la meilleure stratégie? C'est une idée déroutante, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Allez, on commence avec un chiffre, juste pour planter le décor. 787 000 $. Ça, c'était le salaire annuel de Robert Rizzo, qui était le directeur municipal d'une toute petite ville en Californie, Bell. Maintenant, pour bien mesurer ce que ça représente, il faut savoir que la ville de Bell Ridge ne compte que 36 000 habitants, une population modeste dont une bonne partie vit même sous le seuil de pauvreté. Alors, comment un tel salaire est-il possible? Et là, attention, le chiffre qui dépasse l'entendement, 473. C'était le nombre de voix qu'il suffisait d'obtenir pour être élu au conseil municipal. Et donc pour avoir le contrôle sur toutes les finances de la ville. C'est fou, non? Une poignée de personnes décidaient du sort de tout le monde. Ce qui s'est passé à Bell, en Californie, ce n'est pas juste une banale histoire de corruption ou de cupidité. Non, non, c'est bien plus que ça. C'est une véritable leçon sur les rouages du pouvoir. Ce qui est dingue, c'est de voir comment tout ça a pu se produire en toute légalité. Mais alors, comment ils finançaient ces salaires de folie? Eh bien, c'est simple, en taxant lourdement leurs propres administrés pauvres. Pour vous donner une idée, les impôts fonciers à Bell étaient 50% plus élevés que dans le quartier ultra riche de Beverly Hills. En gros, ils prenaient aux pauvres pour se le donner à eux-mêmes. Pour vraiment saisir le pourquoi du comment, le livre nous donne une grille de lecture super intéressante. En gros, dans n'importe quel système politique, que ce soit une dictature ou une démocratie, il y a toujours 3 groupes de personnes. D'abord, le groupe le plus large, les interchangeables. Ça, c'est toute la population qui pourrait, en théorie, avoir son mot à dire. Pensez à l'ensemble des électeurs dans un pays. Chaque personne est un soutien potentiel. Juste au-dessus, on trouve les influents. Eux, c'est le groupe qui choisit vraiment le dirigeant. C'est un cercle beaucoup plus restreint. Ça peut être les membres d'un parti ou les grands électeurs. Leur avis, lui, pèse vraiment dans la balance. Et enfin, tout en haut de la pyramide, le groupe le plus critique, le plus important de tous, les essentiels. C'est ce qu'on appelle la coalition gagnante. Le dirigeant a un besoin vital de leur soutien pour rester en place. S'il les perd, c'est fini. Game over. On peut imaginer ça comme des poupées russes, ou des cercles les uns dans les autres. Tout à l'extérieur, les interchangeables. Au milieu, les influents. Et au cœur du pouvoir, le petit noyau des essentiels. Et c'est la taille de ces cercles qui va définir la nature d'un régime. Et c'est en se basant sur cette structure que le livre dévoile 5 règles. 5 règles d'une simplicité quasi brutale que tout leader, absolument tout leader, d'un PDG à un dictateur, doit suivre pour prendre le pouvoir et surtout le garder. La logique derrière tout ça est vraiment implacable. Une petite coalition d'essentiels, c'est plus facile et moins cher à satisfaire. Un grand réservoir d'interchangeables, ça permet de remplacer facilement ceux qui ne sont plus loyaux. Ensuite, il faut évidemment contrôler l'argent. Puis, il faut payer ses alliés, mais juste assez pour qu'ils restent. Pas trop, sinon ça coûte cher. Et la dernière règle, la plus cynique peut-être, ne jamais, au grand jamais, piocher dans les récompenses de ses alliés pour améliorer la vie des gens. Ce tableau, il résume tout parfaitement. Quand la coalition d'essentiels est petite, typiquement dans une dictature, le dirigeant distribue des récompenses privées, du cash, des contrats, des passe-droits. Mais quand la coalition est grande, comme dans une démocratie, ça devient impossible de payer tout le monde individuellement. Le dirigeant est donc obligé de fournir des biens publics, des routes, la sécurité, un bon système de santé, des choses qui profitent à tous. Il y a une citation dans le livre qui est juste percutante et qui résume cette idée. L'objectif n'est pas la richesse du pays. L'objectif, c'est de s'assurer que le flux d'argent continue d'arroser les bonnes personnes, la coalition gagnante. Bon, maintenant qu'on a la théorie, voyons comment ça se passe dans la vraie vie, avec des exemples concrets qui montrent comment on gagne le pouvoir et surtout, comment on le perd. C'est une vérité quasi universelle en politique. La plus grande faiblesse d'un dirigeant, ce n'est pas son opposant, c'est sa propre finitude. Pourquoi? Parce qu'un dirigeant qui va bientôt mourir ne peut plus rien promettre pour l'avenir. Du coup, sa santé est souvent le secret le mieux gardé. Si les essentiels apprennent que le chef est condamné, ils vont tout de suite chercher un remplaçant pour préserver leurs propres avantages. L'exemple du Shah d'Iran est vraiment parlant. En 1974, on lui diagnostique un cancer, mais c'est un secret total. Sauf que sa santé se dégrade et l'info commence à fuiter. En 1978, ses généraux, qui sont ses essentiels, apprennent la vérité.
Et là, tout bascule. Sachant qu'il est condamné, ils n'ont plus aucun intérêt à le défendre. En 1979, l'armée refuse de tirer sur la foule, la loyauté s'est évaporée, la révolution l'emporte. Pour terminer, il faut bien comprendre une chose. Cette théorie, elle ne s'applique pas seulement aux dictateurs ou aux présidents. En fait, sa logique est partout, dans n'importe quelle structure où il y a du pouvoir. Pensez-y, n'importe quelle organisation fonctionne comme ça. Une entreprise, une association, et oui, même les petites politiques de bureau. Il y a toujours des interchangeables, des influents et des essentiels. Si on arrive à identifier qui sont ces groupes et comment ils sont récompensés, on peut décrypter les dynamiques de pouvoir n'importe où. Donc, de l'histoire un peu folle de Robert Izzo à la chute d'un empire comme celui du chat, on voit que ces règles offrent une grille de lecture hyper puissante pour analyser la politique. Au fond, ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de survie politique. Ça peut paraître cynique, c'est vrai, mais cette citation met le doigt sur quelque chose d'essentiel. Elle explique pourquoi des comportements qui nous paraissent révoltants peuvent être, du point de vue d'un dirigeant, une stratégie parfaitement logique et efficace pour rester au pouvoir. Ce qui nous amène à la question finale. Maintenant que les règles du jeu sont sur la table, la vraie question est comment est-ce qu'on peut changer la partie ? Connaître les règles, c'est la première étape, mais comprendre comment les faire évoluer pour obtenir de meilleurs résultats pour tout le monde, eh bien, ça, c'est le vrai défi.